Ce match au top entre Lille et l'OL qui s'opposent en 16e de finale de Coupe de France. C'est dingue. Et ça fait des années, pendant des années, Lille était vraiment, et c'est ce qu'on disait, la bête noire de l'Olympique Lyonnais. Dès qu'on me disait Lille va affronter l'OL, c'était le mal au ventre tellement c'était difficile. Pendant presque 10 ans, franchement, c'était nul ou défaite assurée. Déjà, même à l'époque, on était encore une équipe sérieuse. Donc, même quand on gagnait des titres, hein, merci Eagles pour le resub. Merci les gars pour les subs. Regardez, même l'époque du grand OL, 2004, 2005, etc. Tu as une défaite 4-0 ici, 3-1 là, 2-1 là, 3-2 là. Tu as aussi des victoires, évidemment, tu vois. Mais 4-3, 2-0, 3-2, 3-1. Lille, historiquement, est une équipe qui, sur les 15-20 dernières années, nous a souvent posé souci. Là, quand on regarde la série, regardez, là, t'as 7 victoires en 2014, sinon t'as t'as une victoire dans le jeu entre 2022 et 2014. Presque 8 ans, vous vous rendez compte? Et par contre, depuis 2022, c'est l'inverse total. Donc depuis le 30 octobre 2022, il y a eu quelque chose qui s'est supprimé. Et depuis le 30 octobre 2022, les Lillois sont devenus un adversaire plus abordable. Je ne vais pas dire nos petits parce que ce serait un manque de respect. Mais vous avez capté, ça va beaucoup mieux. Et là, on est sur une stat en y ajoutant ce match-là de ce soir. Sur les 6 derniers matchs, donc les 7 derniers matchs, il y a 5 ou 6 victoires de l'OL. Ce qui est assez énorme, que ce soit en championnat ou alors en Coupe de France. On les avait déjà éliminés il y a 2 ans. L'élimination d'il y a 2 ans, c'était avec le but de Gift Orban, si ma mémoire est bonne. Oui, exactement. Le but de Gift Orban et le but de Ryan Cherki à l'époque. C'était à la fois où on allait en finale et qu'on a joué d'ailleurs dans leur stade. Mais après, on l'a perdu à finale, donc je vais pas flex plus que ça. Mais bon, globalement, ce que j'essaye de dire, c'est 1, 2, 3, 4, 5 victoires sur les 6 derniers matchs contre Lille. C'est très positif et ça fait plaisir. Dans un match aux allures particulières, dans le sens où c'était le premier match d'une personne qui a eu une activité vraiment particulière, Monsieur Hendrick. La première de Hendrick à l'Olympique Lyonnais, avec une carte thermique, une heatmap qui a un sens assez marrant. Regardez, on l'a vu à droite, on l'a vu dans l'axe, on l'a vu devant, on l'a vu parfois en position de latéral droit. Merci YOLO pour le prime. Mais bon, globalement, il a joué un peu, si on regarde bien le match, parce qu'il a beaucoup combiné avec Soulch, il a joué surtout comme, voilà, un peu dans cette zone, on va dire le demi-espace, la ligne un peu à droite. Il a joué comme un ailier droit, un peu, pas vraiment mangeur total de ligne. Mais globalement un peu dans ce registre avec un Pavel Soulch qui lui, regardez, on le voit sur sa heatmap à lui, était plus excentré. Donc t'as Soulch qui était plus excentré, t'avais Hendrick qui était un peu plus à droite et par moments excentré, et évidemment dans l'autre sens tu avais Moreira qui lui par contre était regarde, attendez, on va ouvrir l'un puis l'autre. Regardez les heatmaps, elles sont marrantes. On va ouvrir Hendrick en premier, puis ensuite Soulch, puis ensuite Moreira, et c'est drôle de voir de voir un peu ça. C'est que regardez-moi Moreira, ça attaque de la droite sur la gauche et Moreira a une heatmap qui évidemment déjà colle la ligne et en plus il joue en 5e défenseur presque. Genre, attends, alors là il y a ma cam, excusez-moi, c'est vrai, hop, désolé, je bouge ma cam tout de suite, vous avez raison. Hop, désolé, hop, tac, ça arrive, hop, voilà, regardez, cam, là voici la cam, je l'ai mis en haut à droite, c'est mieux pour vous et c'est même plus logique. Donc regardez la heatmap d'Afonso Moreira sur le match, très marrant quand même, dans le sens où voilà, il a joué vraiment, comme on le disait, comme un ailier, mais aussi comme quelqu'un qui a énormément défendu. Bravo à lui, match encore énorme de sa part. Franchement, je pensais pas dire ça, mais maintenant, il faut le dire. Je pense qu'à la longue, il l'a mérité. Mais Monsieur Malik Fofana, si tu ne reviens pas en forme, il y aura quelqu'un pour t'embêter. Enfin, franchement, c'est bête, hein, mais Malik Fofana, va falloir revenir au top niveau que t'as pu montrer lors de ta première saison, parce que juste derrière, t'as un mec à 2 millions d'euros qui, pour sa première saison professionnelle, montre de très, très, très belles choses. Et ça, c'est au top, parce que surtout, là où je trouve que, évidemment, avec ballon,
Je trouve que Malik Fofana est meilleur, mais sans ballon, par contre, sur les appels, etc., je trouve Afonso Moreira meilleur dans son jeu sans ballon. Et ça, c'est génial, tu vois. Donc globalement, Monsieur Afonso Moreira fait un top match, buteur première minute. Et déjà, c'est ça qui m'a fait kiffer, c'est que première minute, c'est le seul taré qui va croire au pressing sur Baudard et qui réussit à le faire passer. 16 pertes de balles quand même, 2 dribbles. Mais surtout, il réussit à le faire passer. 4 aides défensives, 5 récupérations, 6 sur 13 au duel, mais 5 récupérations et 4 aides défensives. Bravo à lui. Et surtout, voilà, un but de tir. Et il réussit l'improbable, à savoir aller presser Arnaud Baudard, qui a littéralement après, juste derrière, fait caca dans son froc, quoi, et nous a octroyé un but facile, mais un but qui nous a, on va dire, mis dans le bon dès le début de match. Le but nous a vraiment mis dans le bon dès le début de match, et ça fait, j'ai envie de te dire plaisir, hein, dans le sens où on en avait bien besoin. Et l'animation, en fait, sur la première mi-temps, je l'ai trouvé largement à notre faveur. J'ai beaucoup aimé nos sorties de balles en première mi-temps. En fait, carrément, je vais le dire, ce match, il a 2 saveurs. Il a la première saveur, c'est avant le but de Lille. Avant le but de Lille, sur les 30 premières minutes, à peu près, parce que Lille, je crois, marque à la 28. Voilà, c'est bon, je viens de voir. Tintin Seb, merci pour le resub. Lille marque à la 28e. Avant la 28e, Lille voit pas, je vais pas dire qu'il voit pas le jour, mais on est au-dessus. Je trouve, on le voit bien sur l'attaque momentum ici. On a grosso modo des bonnes phases. On sort mieux le ballon. On réussit sur les 30 premières minutes, grosso modo, on est franchement une meilleure équipe. Mais après, il y a une deuxième phase qui s'enclenche. La deuxième phase, c'est un but sorti de nulle part et gift par quelqu'un qui, malheureusement, a fait une erreur terrible sur sa sortie. C'est monsieur Rémi Descamps, que j'ai pas trop aimé ce soir. Je l'ai trouvé très peu serein. Pas très bon balle au pied. Et globalement, c'est la difficulté d'être un gardien qui joue pas souvent et qui vient sur un match crucial à l'extérieur contre Lille. Bon voilà, ça reste dur, hein, je vais pas sous-estimer ça. Pas été très bon ce soir, monsieur Rémi Descamps, malheureusement. Et la sortie a vraiment donné le but à Lille sur une 30 premières minutes où tu es globalement là, enfin bien devant sur les 30 premières minutes. Mais bon, après, du coup, juste derrière, passer les 30 premières minutes, t'as un temps fort lillois. Et ça c'est résumé sur son momentum. C'est là où tu vois que le foot est vraiment un sport de momentum de ouf. Parce que le sport de momentum, une fois qu'ils ont marqué, c'est eux qui ont les 15 minutes de temps fort derrière, où ils mettent un peu plus le pied sur le ballon, où notre milieu de terrain, Tessman, Morton, Tolisso, qui marchait bien à la relance, un peu plus de mal, etc. Donc voilà. Et quelqu'un pose une question, fait une remarque dans le chat, je comprends pas pourquoi critiquer Descamps. En soi, le gars a pas tant de jeu, il fait ce qu'il peut. Oui, ça reste un footballeur professionnel, payé des centaines de milliers d'euros. Il fait une sortie, elle est ratée. Je dis qu'il fait une sortie ratée. Je l'ai pas insulté. C'est pas non plus, enfin tu vois, genre faire dans la surbienveillance comme si c'était un mec genre qui n'a pas de bras, de jambes, qui n'est pas un professionnel. À la fin, c'est limite presque un manque de respect envers lui, tu vois. C'est parce que je sais que c'est un bon gardien que quand il fait quelque chose de mauvais, je peux dire que ça a été mauvais. Ce n'est pas une insulte envers lui. Chill, tu vois ce que je veux dire. Genre on discute foot, faut pas être les fans de foot, s'il vous plaît, arrêtez d'être soft par moment parce que c'est dommage. Voilà, tout simplement. Donc Descamps donne un but, voilà. Mais avant que Descamps donne un but, moi, il y a un truc qui m'a fait kiffer. C'est la première frappe d'Hendrick. La première frappe d'Hendrick, il t'a vraiment donné la couleur de ce qu'il va faire globalement. 5e minute, 14e minute, 17e, 23e, 42. Il tire 5 fois en 40 minutes. Et donc du coup arrive la stat qui tue à la mi-temps. La stat qui tue à la mi-temps sortie par nos amis de StatOL, je crois que c'était. On va checker parce que j'avais cité le tweet. La stat qui tue, Hendrick a effectué plus de tirs qu'il n'a réussi de passes en première période. Oh là 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 là. Plus de tirs que de passes. Et le plus drôle, c'est que dans ses passes, il
y a à un moment une transversale sur un contre qui est magnifique. Genre, pas grand, enfin, elle est un peu passée au travers, mais à un moment, il a fait une superbe transversale en première mi-temps. Je sais plus c'était pour qui, ça devait être pour Sulch ou Moreira. Mais à un moment, sur ces 3 passes, il y a une transversale, waouh, tu vois. Globalement, bon, on va pas se faire un dessin. Hendrick, il avait envie de frapper, il s'est fait kiffer. Mais au-delà de ça, la deuxième mi-temps était plus altruiste avant sa sortie. Plus de combinaisons, notamment à un moment à 1-2 avec Pavel Sulch qui va dans le sens du jeu. C'était plus altruiste la deuxième. Et au final, en plus, ça fonctionne parce que deuxième mi-temps, sur une merveille de déviation de Tolisso, mais la déviation de Tolisso exceptionnelle. D'ailleurs, quelqu'un dans la conv ALZ a fait un message WhatsApp que j'ai screen et on va jouer à un jeu. Il faut que vous deviniez qui, selon vous, dans la conv ALZ, a écrit ce message. Baudard, il a le langage corporel du gros qu'on met au cage à la récré. Qui, d'après vous, a dit ça dans la courbe? Je vais vous mettre un mini Paul qui a mis ça. Hugo, Yanis, Charlie ou Sofiane. 1 minute. Vous avez 1 minute, c'est rapide. Vous avez un sondage dans le chat. Qui, selon vous, a dit ça? Et globalement, quand vous regardez la minute de l'envoi du message, 21h06, c'était littéralement après la première erreur d'Arnaud Baudard sur le but de Moreira et le renvoi qui a failli donner le premier but de Hendrick avec le poteau. J'avoue que j'ai bien rigolé. C'est pas ton message, ce n'est pas mon message. Ce n'est pas mon message. Si ça avait été mon message, je l'aurais dit. Mais ce n'est pas mon message. Donc, je vois que la co... Ouais, ok, c'est en train de voter. Charlie, Sofiane, Charlie. Ça hésite. Allez, je vous donne les résultats dans moins de 20 secondes. Mais globalement, on revient un peu sur ce qu'on disait. Au niveau de Hendrick... Une grosse première mi-temps avec une très belle transversale à un moment, une grosse menace offensive, un peu de crevardise, on va pas se mentir, hein, un peu de crevardise, mais je pense qu'il avait aussi beaucoup d'envie tu vois, de montrer, de se faire plaisir, le pied qui chauffe. Sofiane a gagné le vote 47%, 41% pour Charlie, et vous pouvez faire la fête dans le chat car je suis ravi de vous annoncer que celui qui a envoyé ce message est... Charlie, ouais. Et pour être même honnête avec vous, il a mis juste derrière et je sais de quoi je parle, j'étais pareil. Voilà, parce qu'il a énormément de second degré et que le message était très marrant. Bref, globalement, ce que j'essaye de dire, c'est que les Lillois font 30 premières minutes assez mauvaises. Baudard les tue à la première mi-temps avec un but complètement donné, mais Moreira y croit jusqu'au bout, et ça, c'est important de le dire. T'as la première frappe d'Hendrick, tu as l'égalisation qui sort de nulle part avec Rémi Descamps qui donne un but avec une sortie catastrophique sur un centre dévié. La sortie, enfin, donne le but en vrai, donc de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire. Et après, derrière, t'as le 2-1 avec une merveille de ballon de Tolisso. Je trouve que Morton, Tolisso, Tessman, ça a bien marché en première mi-temps, sur les 30 premières minutes, c'était un peu plus dur à la fin, mais on avait des bonnes sorties de balles. Et sur la première mi-temps, je vais globalement dire la première mi-temps, c'était l'animation de l'OL magnifique. Je suis trop... Vraiment, c'est là où je vais en profiter pour le dire. Un grand merci à monsieur Paulo Fonseca. Je vois une équipe qui sait ce qu'elle veut faire. Je vois Tagliafico qui va à l'intérieur. Je vois Maitland-Niles qui tire la droite pour, par moment, faire des montées, tout ça, machin. Je vois un milieu de terrain où les rôles sont bien pensés. Je vois une attaque logique. Je vois des bonnes sorties de balles. Enfin, grosso modo, je vois une équipe où il y a du boulot, quoi. Enfin, tu vois, où il y a du travail. Et ça se ressent. Et les mecs l'écoutent, quoi, tu vois. Enfin, genre, le groupe répond. Parce que ça reste un sport de joueurs. On peut parler des entraîneurs, les branler, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais ça reste un sport de joueurs. Faut réussir à leur inculquer, leur faire accepter un projet de jeu et réussir à faire en sorte qu'ils l'adoptent. Et globalement, là, c'est cool, tu vois. Paulo Fonseca, on peut le critiquer à juste titre sur certaines lectures de match, sur certains changements ou autres. Mais globalement, sur des préparations de match, Paulo Fonseca, c'est très fort.
Donc bravo à lui pour ce soir. Tu préfères Fonseca ou Grosso? Tu préfères Fonseca ou Grosso qui n'a rien fait de chez vous? Bon, évidemment Fonseca. Mais grosso modo, sur la première mi-temps, c'est top. Et ça se voit dans les statistiques, hein, globalement. Sur la première mi-temps, c'est simple. Hein. 2 grosses occasions à 1, voilà, 6 tirs à 5. Quand on fouet la carte des tirs de l'OL, bah, t'as les 2 buts, voilà, Morera et Hendrick, avec la merveille de déviation de Tolisso, fort. Tu as les tirs contrés ou qui finissent d'au-dessus de Hendrick, voilà, t'as vraiment la totale. Et par contre, tu as d'autres choses, et sur ça, il faut aussi, voilà, il faut aussi en parler. Et ces autres choses, ça s'appelle la deuxième mi-temps. Et la deuxième mi-temps est assez drôle, parce que la deuxième mi-temps, tu fais quand même 5 tirs, hein, deuxième mi-temps, donc tu fais 5 tirs au total. Mais dès quand te sort les deux occasions du LOSC, pardon, et surtout LOSC met une pression énorme, 63% de possession, tu opères en contre, Karabekh aurait dû finir le match et le fermer à la 81e avec ce tir là qu'on voit en dessous de la cam là, regardez, 81e manquante, voilà, proche du côté but du gauche, enfin proche du côté gauche du but, du côté but du gauche, du côté gauche du but plutôt. Donc l'entrée de Karabekh et de Satriano vraiment horrible, et tout autant que voilà, la plupart des recrues de cet été ont pour l'instant montré de belles choses. Karabekh, malheureusement, là où il y avait des choses peut-être intéressantes au début, voilà, c'est plus trop ça. Mais la deuxième mi-temps, c'est une équipe qui est OK pour essayer de tenir le score et de faire des comptes face à une équipe qui doit attaquer et refaire le score. Et ça me permet de parler de quelqu'un. Et ça me permet de parler de quelqu'un. Quelqu'un qui avait commencé sa carrière à l'OL de manière horrible avec un match contre Nice, pour ceux qui s'en rappellent, où il était à la poubelle totale, derrière très peu de sérénité, etc. Un match contre le PSG où il est aligné latéral droit, où franchement déjà c'était bien mieux. Et depuis, on voit exactement les 2 raisons pour lesquelles l'OL est allé le chercher, c'est-à-dire une pointe de vitesse quand même intéressante, c'est-à-dire un capital athlétique bon, et un nombre de duels, enfin une force au duel défensif assez marquante. Bah, c'est monsieur Ruben Kluivert. Monsieur Ruben Kluivert, match XXL. Franchement, quelqu'un me regarde et me dit pour moi c'est l'homme du match, je lui dis pas non. 9 aides défensives, 3 interceptions, 3 dégagements, 2 tirs bloqués, 5 récupérations, 1 sur 3 au duel, mais globalement sur l'ensemble du match, un match plein, un match bravo. Juste bravo. Il s'est même permis à la fin la petite percée avec le tir à la 72e. Il aurait pu faire la passe sans doute, mais il s'est fait kiffer. Et globalement, un match plein de sa part. Absolument énorme. Absolument énorme. À l'épaule, au duel, et surtout même l'aspect physique fait qu'il peut réussir à rattraper certaines des petites erreurs qu'il peut faire. Il y a une action, je crois que c'était en première ou en deuxième, je sais plus, mais à un moment, il sort un peu haut. Il se fait passer, enfin le ballon en tout cas n'est pas dans sa zone, il se fait passer, puis après il revient et à la fin il dévie le tir, en tout cas il l'aide à dévier, je crois que c'était un tir sur Haraldsson. Il a très très bien géré face à Giroud qui même s'il est un peu vieux maintenant, reste quand même un gros client. Et globalement un super match de sa part, rapide, bon au duel, rien à dire, et qui permet aussi une bonne animation, tu vois, parce que t'avais lui, à la fin t'avais Tessman aussi qui avait un aspect très défensif, qui était presque dans une ligne à 5 à la fin. Tagliafico qui vient s'insérer à l'intérieur, Maitland-Niles qui fait son Maitland-Niles. Globalement, s'il continue d'évoluer à ce niveau et au retour de Niakate, ce serait pas délirant de s'imaginer, sachant que Mata est des fois un peu à la limite, physiquement ou autre, ce serait pas fou d'imaginer qu'il puisse éventuellement même faire Kluivert-Niakate, voire passer Mata à droite, selon le niveau qu'affiche Maitland-Niles, qui, vous le savez, peut être très hétérogène d'un match à l'autre. Mais je pense que aussi Mata a besoin d'un peu de repos. Je pense que Mata, la corde commence à tirer. Mata, je pense que la corde commence à tirer. Dans LZ, j'avais été un peu dur avec lui. J'avais dit que je le trouvais vraiment moins bon cette année que l'année dernière.
genre, quand je dis moins bon, pas catastrophique, hein, je l'insulte pas, évidemment, il reste au-dessus de la moyenne. Mais je le trouve moins bon. Là où, pour l'instant, Kluivert monte bien. C'est vrai que là, j'étais en train de regarder Mata, on est quoi? On est mi-janvier, pardon, et ça compte pas les matchs avec l'Angola, il est déjà à 1800 minutes. Présent à littéralement tous les matchs de l'OL en championnat, a fait 90 contre Monaco, à peine le retour de la CAN. En soi, il t'en rate qu'un seul, c'est face à Nantes. Il a très peu tourné, même en Europa League. Au final, il fait 4 matchs sur 6 en Europa League. Titulaire ce soir encore, 90. Ouais, je pense que ça tire un peu la langue pour Clinton Mata, 33 ans. Pourquoi pas, si Kluivert est encore en forme, un replacement à droite, ça peut être intéressant éventuellement pour apporter de la concurrence à Maitland-Niles et pour éventuellement reprendre même son poste naturel. Enfin ouais, c'est son poste naturel, hein, soit dit en passant. Et Ruben Kluivert, très fort. Et si t'as et Kluivert et Niakhaté qui est un gars qui relance pas trop mal, donc il pourra suppléer un peu Kluivert, qui par contre n'a pas l'air d'être un super relanceur, mais ça à la rigueur c'est pas dramatique. Mais ça peut te faire une défense centrale assez solide. Et globalement, de toute façon, la défense de l'OL est meilleure que celle de l'année dernière. Ça fonctionne beaucoup mieux. Niakhaté est évidemment à un autre niveau. Et même globalement, ça fonctionne mieux. Dans l'animation, le milieu devant est bien meilleur. Genre cette année, alors tout autant que l'année dernière, on avait une meilleure attaque. L'année dernière, tu te coltinais encore des milieux avec Verretou et compagnie. Là, le Testman de cette année, même s'il y a des hauts débats, reste bien meilleur que le Testman de l'année dernière. T'as Tyler Morton, t'as Tolisso encore. Voilà, plutôt bien. Mais bravo à Ruben Kluivert. Franchement, super match. Et au final, tu te retrouves quand même, si on doit être honnête, quand on regarde un petit peu la... Quand on regarde un petit peu... Attends. Qu'est-ce que je voulais dire? J'étais sur un truc là. J'étais sur... De quoi je parlais? Tant pis, ça va me revenir. Mais en tout cas, ce que j'essaye de dire, c'est que défensivement, on est bien, le milieu fonctionne mieux. Et si on a un défenseur supplémentaire qui revient, et on a vu qu'on était sur Noam Camara du PSG, ça peut être éventuellement quelque chose. Il y a eu le départ de Teo Barisic, Hugo en a parlé tout à l'heure. Donc Teo Barisic part à Rijeka en Croatie. Du coup, on comptait pas sur lui. 1,5 million à l'OL. Dans cette OL actuellement, 500 000 balles. Ça fait du bien. Mais surtout, l'autre information, c'est celle-ci. Comme indiqué il y a quelques jours par Le Mechnois, l'OL est très attentif à la situation de Noam Camara. Mais il faudra batailler avec Strasbourg pour attirer le défenseur de 18 ans du PSG. Et avant qu'on parle de ça, juste, je me rappelle ce que je voulais dire. Je me rappelle de ce que je voulais dire. C'est que pour l'instant, et on fera les comptes à la fin de saison, d'accord? On fera les comptes à la fin de saison. Mais pour l'instant, on est en janvier. Et quand tu regardes les arrivées de cet été, certes, certains ont commencé lentement. Mais pour le moment, le rapport satisfaction-échec est quand même très à la faveur du recrutement de cet été, où avec peu d'argent, tu as quand même réussi à avoir beaucoup de satisfaction. Bon, déjà, Tyler Morton, on va pas vous faire un dessin, la satisfaction est totale. Globalement, si on y ajoute Pavel Sulch, rien à dire. Au tout début, quand il avait commencé à droite contre Metz, il faisait pitié, puis il a trouvé ses repères, il a été extrêmement décisif, franchement, rien à dire pour lui. Dominic Grave, moi je fais partie des gens qui le trouvent franchement à sa place, voilà. Il y a des petits... En fait, je trouve que ces bas ne sont pas aussi bas que ce que les gens disent, par contre, ces hauts nous ont rapporté vraiment beaucoup de points. Ruben Kluivert, après un début calamiteux, est plutôt bien en ce moment. On souhaite que ça continue. Afonso Moreira, c'est peut-être... au regard du prix, c'est peut-être la prise... franchement, Afonso Moreira, au regard du prix 2 millions d'euros, c'est peut-être le meilleur rapport qualité-prix en termes d'investissement de presque toute la Ligue 1. Ou en tout cas, c'est dans le top 5 des recrues en Ligue 1 avec le meilleur rapport qualité-prix. Le mec, 2 millions d'euros, il t'a remplacé... C'est sa première saison en pro. Il avait quasi jamais joué avec le Sporting en pro. Et il t'a repris à la relève Malik Fofana qui, lui, pour le coup... était un très gros prospect. Et pour ça, il n'y a rien à dire. Et Ruben Kluivert, du coup, après un début catastrophique, se reprend très très bien. On va pas non plus le faire passer pour Maldini, on va attendre un peu plus, d'accord?
espérons que ça continue, d'accord? Genre, toujours garder un peu la tête froide, tout autant qu'on l'a vite enterré après Nice. Là, ça revient bien. Le sample reste quand même relativement pas immense. Donc, voilà, hein, voyons ce que ça donne, mais on lui souhaite que ça continue. Et après, Afonso Moreira, bah, j'en viens de le dire, top. Hendrick vient d'arriver, mais déjà buteur. Et après, t'as quelques petits trucs oubliables. Bon, Satriano, voilà. Surtout avec le prix, c'est voilà. Et moi, par contre, quelqu'un pour lequel j'ai vraiment beaucoup de mal, et ça, vous l'avez compris, j'ai dit beaucoup. Certains me trouvent dur avec lui. Je respecte si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais bon. Moi, Karabekh, actuellement, je ne lève pas l'option d'achat. Même si elle est basse. Actuellement, je ne lève pas l'option d'achat de Karabekh. On a compris qu'il n'était pas ailier, mais en dehors d'une belle patte, qui reste quand même une qualité appréciable, mais c'est... Ouais, ça me... J'aime pas. Je n'aime pas son entrée de ce soir. Je n'ai pas aimé non plus. Il a quand même loupé une occasion qui aurait pu éventuellement coûter cher à la fin. Il dribble pas, il a pas de vitesse. C'est plus un joueur d'axe, mais bon, quand tu le vois jouer, c'est pas non plus... Enfin voilà, c'est pas Cherki des petits espaces. Bon, en même temps, tu l'as pour rien. Donc, évidemment que tu n'attends pas les qualités de Cherki dans les petits espaces. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que je suis pas sûr qu'un simple replacement dans l'axe te le ferait passer en 4 étoiles. Et actuellement, est-ce que tu as envie de le mettre dans l'axe? Je sais pas. Et donc, du coup, pour quand même un petit mot de mercato. Apparemment, on est sur Noam Camara du PSG. C'est le défenseur Noam Camara devrait quitter le PSG cet hiver. L'OL et Strasbourg sont aujourd'hui les candidats les plus avancés. C'est comment les Parisiens, Noam Camara? Je ne le connais pas, donc je vous pose la question. Dans le groupe professionnel, depuis le début de la saison, mais pas encore apparu sur le terrain, contrairement à la saison dernière, devrait quitter le PSG. Comme écrit par le Parisien et confirmé par l'équipe, l'OL négocie une arrivée. Les deux clubs ont débuté des discussions officielles autour d'un prêt avec option d'achat. Si ces négociations aboutissent, le PSG souhaite pouvoir disposer d'une clause de rachat dans le futur contrat du Français. Alors je ne sais pas si les clauses de rachat c'est autorisé en France. Peut-être que oui, hein, juste voilà, je dis ça. L'OL n'est pas le seul, de nombreux clubs français ont appelé pour prendre des renseignements. Un est plus insistant que les autres. Strasbourg, comme l'OL, le RCSA espère pouvoir convaincre le joueur de rejoindre le club cet hiver dans un projet à long terme. Merci Sokid pour le resub. Mariano en avait une à l'époque, non, je crois pas. Parce que Mariano a racheté 22 millions. Il me semble pas qu'ils avaient une offre 22 millions. Genre, justement, c'était un peu cher. Mais peut-être tu as raison, hein, je me trompe peut-être. Genre, attends. Mariano, Diaz, clause, rachat, t'es sûr? Peut-être t'as raison, hein. Hop. Le Real Madrid a dit son droit de préemption. Ok, c'était une priorité de rachat. C'était une priorité, pas une clause avec un montant fixe. Excuse-moi. Genre... Putain, on rigolait bien quand même avec les infos à l'époque. Hein. 28 août 2018, le FC Séville a trouvé un accord pour le transfert de Marino Diaz autour d'une indemnité comprise entre 35 et 40 millions. Le prix est peut-être un peu élevé. Mais par contre, après, oui, derrière, il part pour 22 au Real, ce qui était déjà énorme. Et ok, intéressant. S'il y a une clause de rachat, pourquoi pas? On espère que c'est un montant élevé si elle doit exister. Et après, actuellement, si t'es un jeune et que tu veux venir te faire ta place à l'OL en termes de défenseur central, bah, je trouve que c'est plus intéressant. Dans le sens où, actuellement à l'OL, tu vas être en concurrence avec Clinton Mata qui a 33 ans et qui peut aussi jouer à droite. Clinton Mata, ça ne m'étonnerait pas que dès la saison prochaine, ce soit déjà plus difficile. Et après, derrière, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, derrière, t'as Kluivert. Bon, on n'est pas sur un vivier, une concurrence défensive monstrueuse. Donc, tiens, j'ai 2 messages dans le chat qui me parlent de lui. Et on va boucler après sur OL Lille, en attendant éventuellement les notes qui vont sortir. C'est un jeune défenseur prometteur de 18 ans, bientôt 19, qui compte déjà 3 matchs en pro. Il mesure 1m83, sa qualité première c'est son jeu au pied, mais il n'a peut-être pas encore le niveau pour le PSG. Logique, le niveau du PSG, voilà. C'est pourquoi on parle de lui en vrai nana, ok. J'en parle souvent avec des pro Titi du PSG. Noam, c'est des top prédispos, rapide, long et bonne patte, mais encore des défauts de joueurs qui étaient encore pas en centre de formation il y a 1 an et demi. Il est arrivé très tard au PSG. Ok, bon, on est peut-être sur un mec à
à développer plus que sur quelqu'un. Juste, on parlait de Clinton Mata. J'ai accès à Football Insight, la superbe plateforme de monsieur Flo Tognuti. Regardons les stats avancées de Clinton Mata de l'année dernière par rapport à cette année, pour voir comment ça se compare. Clinton Mata, le voici. Donc l'année dernière, Clinton Mata, c'était un joueur, donc je vais juste caler la cam à un autre endroit. Je vais caler la cam en bas à droite, je pense. Cam mini, hop. Alors, Clinton Mata, l'année dernière, comment c'était? Monsieur Clinton Mata... Hop. L'année dernière, Clinton Mata, titulaire passable en Ligue 1, bon titulaire en Championship. Ça reste des infos, enfin comme d'habitude des datas un peu, enfin ça reste des datas, voilà, toujours. Mais bon, globalement, c'était médian en stopper au duel aérien. C'était pas ouf en défense fiable et en anticipation. Par contre, en conservation et au dribble et à la création par la passe, c'était l'un de ceux qui nous aidait le plus en matière de relance. Et quand on regarde où ça le plaçait dans les défenseurs en Ligue 1, enfin parmi les défenseurs en Ligue 1, excuse-moi, je vais me mettre en haut à gauche pour le coup, comme ça, c'est mieux. Hop, voilà, c'est plus logique. Hop, ce goal, je bouge ça aussi, c'est bon, on est good, on continue. Voilà où ça le plaçait quand même un peu en dessous des meilleurs à son poste en Ligue 1, hein. Marquinhos, Beraldo, Balerdi, Alexandro, etc. Voilà. Et par contre, on va regarder cette année. Et après, on va comparer. Hop, et on va regarder cette année, Clinton Mata cette année. Toujours bon à la conservation. Par contre, les stats avancées de cette année, ça le place en titulaire moyen en Ligue 2. Alors, c'est pas toujours dans la même équipe, etc. Faut toujours un peu pondérer, tout ça. Il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de... Genre, l'OL de cette année n'est pas l'OL de l'année dernière, etc. Après, c'est un OL qui est défensivement meilleur quand même. Mais globalement, en matière de stats avancées, on voit qu'il y a eu quand même... de la perte. En jaune, c'était lui l'année dernière. En bleu, c'est lui de cette année. Donc on retrouve certains des points forts, mais en un peu moins fort. Discipline, c'est à peu près pareil. C'est un peu en dessous en stopper, en duel aérien. Un peu meilleur à l'anticipation et à la conservation. Par contre, en dribble et en création à la passe, donc ça va être à la relance. C'est quand même substantiellement en dessous. Et ça le place... donc l'année dernière, ça le plaçait là en Ligue 1, dans les percentiles. Et regardez où ça le place cette année. Ça le place vraiment beaucoup plus bas. Donc, mon impression d'un Clinton Mata moins bon cette année est quand même corrélée par des datas. Après, ça en fait pas une catastrophe. Hein. Je dis pas qu'il est immonde. C'est pas, enfin, vous avez compris, c'est pas mon discours. Mais il était meilleur l'année dernière. Quand même, il était meilleur l'année dernière que cette année. Mais voilà, donc c'est pour ça que l'avènement d'un Kluivert, en tout cas la bonne forme actuelle d'un Kluivert peut éventuellement faire du bien pour essayer de lui ramener un peu de choses. On peut voir les stats pour Niakate. Je vous fais Niakate en rapide, comme ça, hop. Je vous fais Niakate en rapide, et après derrière on continue, on finit. On va aussi checker les notes quand elles seront sorties, vous me dites. Hop. Alors Moussa Niakate... Donc, Moussa Niakate. Donc, Moussa Niakate, 2024-2025, le voici. Moussa Niakate, l'année dernière, il avait un niveau à 49,2, titulaire moyen en Ligue 1. Donc, au dribble, à la conservation, etc., pas mal. Un peu en dessous du décès médian du championnat en duel aérien, en discipline, en anticipation. Bon en stopper et en défense fiable. De toute façon, Niakate, l'année dernière, il faisait déjà, en deuxième partie de saison, il était déjà vraiment bien revenu. Et ça, c'est important c'était important de le mettre en avant aussi. Et donc ça, c'était l'année dernière. Et on va le comparer peut-être au Moussa Niakate de cette année. Hop. C'est bon. On va le comparer au Moussa Niakate de cette année. Chercher joueur 2. Niakate. Chercher J2. Et le voici. Monsieur Niakate, Monsieur Niakate de 2025-2026 en stats avancées et un peu moins bon en stopper, défense fiable, discipline. Par contre, en création, en anticipation et en duel aérien, c'est au-dessus. Et globalement, c'est aussi dans la lignée de la qualité de la saison, enfin la deuxième partie de saison qu'il a fait après une première partie de saison qui était quand même vraiment moins bon. Voilà. Très intéressant à regarder et voir où est-ce que ça le place aussi par rapport au reste du championnat.
Rappelle que ça reste des datas, que ce soit pour Mata, pour Niakate, qui tu veux, c'est des datas qu'il faut corréler avec l'œil, qu'il faut toujours mettre en avant, enfin mettre en toile de fond le fait que c'est fait dans un collectif, avec une certaine animation, des rôles, des machins, enfin voilà. Tu vois, par exemple, le milieu de terrain de cette année est bien meilleur que le milieu de terrain de l'année dernière, donc est-ce que les DC sont autant mis à contribution? Quel impact ça a sur leur data, etc. Voilà. Là où l'année dernière, ils devaient se prendre des vagues quand c'était Jordan Verretou et le bon vieux Tessman de l'an dernier. Hein, parce que bon, voilà quoi. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de défenseurs cette année au-dessus de lui. Ouais, en Ligue 1, je suis d'accord. Globalement, juste un petit point quand même à dire. C'est que la deuxième partie de saison, hein, la deuxième mi-temps, pardon. Donc la deuxième mi-temps, on revient dessus. T'as quand même un peu plus de tirs. Ils ont quand même, donc avoir quand même le total de tirs, 2 tirs avec 2 tirs cadrés, 2 arrêts de décamp. Mais globalement, tu t'es fait dominer, t'as laissé le ballon, 300 passes à 180. Ça passe, t'es dans un contexte où t'es content d'essayer de passer le tour et de tenir le score à la fin. T'as quand même eu l'alerte de Thiago Santos avec sa patate qui finit sur le poteau. Donc ça, vraiment... voilà, hein, on s'est chié dessus. La patate de Descamps, c'était une énorme alerte avec notamment même l'entrée de Sahraoui, etc., qui a apporté un peu. Mais globalement, si je dois être honnête, on s'est un peu arrêté de jouer, on a vraiment arrêté de mettre le pied sur le ballon. Ça passe pour ce soir, je vais pas être aigri, mais je trouve que ça, c'est le genre de choses qui te plante sur des matchs à élimination. Et laisser le ballon et commencer à se concentrer dans la surface en espérant défendre, c'est des choses qu'on a fait dans d'autres matchs à élimination où ça n'a pas tourné pour nous. Suivez mon regard. Alors, à minima, ce soir, on a bien défendu, si je dois être honnête. Mais ça tient à pas grand-chose. Hein. Si Thiago Santos, sa frappe fait poteau rentrant au lieu de poteau et qu'on perd dans la foulée, on va tous... Le débrief, c'est « Ouais, on s'est trop recroquevillé, on a trop laissé le ballon et à la fin, on se la prend. » C'est là où, tu vois, le résultat va souvent orienter un peu ce qu'on dit. Parce que la vérité, hein, Thiago Santos, c'est poteau rentrant et on perd après derrière, on va se le dire, on l'a cherché, le but nous pendait au nez, blablabla. Voilà. Donc, faut aussi pouvoir le redire. C'est passé ce soir. Voilà. Fernandez Pardo en 1v1, c'est très fort. Alors, Fernandez Pardo, moi, je le trouve excellent. Il est très fort. Maintenant, il y a un truc qui me fait un peu plus mal avec lui par rapport à d'autres moments. C'est ce qui me fait un peu plus mal avec Fernandez Pardo, c'est son cerveau. Quand je dis son cerveau, c'est pour dire ses choix. En gros, il est très rapide, très explosif, très voilà. Mais quand il aura réglé ses choix, ça ira mieux, je pense. Voilà, c'est un avis, ça ira mieux. Et puis Mangala, certains parlent de Mangala, c'est vrai qu'il fait pas une super entrée, il paraît un peu lourd, un peu pâteau, mais bon, retour de presque 1 an de blessure, très peu de rythme, physiquement pas au top. On va lui laisser encore un peu de temps et ce sera la même chose. Il faudra la même chose pour Nuama à son retour et on verra pour Malik Fofana qui vient pas de la même blessure. Mais voilà, mets une note sur la performance de Hendrick STP, merci à toi. Je mets 7. Je mets 7 parce que buteur, beaucoup d'activité, beaucoup plus dans la combinaison en deuxième mi-temps. Ouais, je lui mets un petit 7. Un petit 7, c'est bien. Je trouve qu'un 7 pour une première, avec en plus un but très bien senti en deuxième, au deuxième poteau sur la déviation de Tolisso, etc. Et en plus, soit dit en passant, elle n'est pas ultra simple à aller mettre. Hein. Il y a le rebond, etc. Elle n'est pas donnée du tout. Donc, ouais, je mets 7. Quelqu'un me dit 6, je trouve ça un peu sévère. Genre, t'as quand même un mec buteur pour sa première, beaucoup d'activité, touche le poteau. Ouais, 7, c'est mérité. Après, pour moi, le meilleur attaquant, c'était pas Hendrick ce soir, c'était Morera, tu vois. Morera, pour moi, est le meilleur attaquant ce soir. Morera, il se bat pour le titre d'homme du match. Hendrick n'est pas dans la discussion de l'homme du match, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est mon avis, 7, un petit 7. Techniquement, je l'ai même trouvé à l'aise. La transversale qu'il met, elle était top. Le petit appui remise avec Soulch, etc. Et je sens que Soulch peut être un bon soldat. Un bon soldat avec lui. Donc voilà.